Par une soirée d'automne détrempée de 1879, alors que les lumières à gaz vacillaient dans les rues pavées de Paris et que les calèches claquaient sur les pavés humides du boulevard Saint-Germain, un cri déchirant s'éleva d'un hôtel particulier dont les murs avaient vu défiler ministres, poètes et financiers. Ce cri, selon les témoins, ne fut jamais oublié par ceux qui l'avaient entendu. Il marqua le commencement d'un scandale qui allait secouer la haute société française jusque dans ses fondations. Tout avait commencé comme une simple partie de cartes entre gentlemen, un passe-temps élégant réservé aux cercles les plus privilégiés de la capitale. Mais ce qui devait être un divertissement entre amis se transforma en un pacte diabolique qui mêla fortune, pouvoir, chair humaine et destin. Un pari si monstrueux que la République elle-même tenta d'en effacer toute trace des archives. Le comte Auguste de Montclerc, héritier d'une dynastie d'industriels du textile et propriétaire de vastes domaines en Champagne, avait tout: richesse, influence, titres, et surtout une réputation d'homme honorable, dont la parole valait davantage qu'un contrat. À 50 ans, il siégeait au Sénat, possédait 3 journaux, finançait des expéditions scientifiques et organisait dans son hôtel particulier de somptueux dîners où se mêlaient ministres et artistes. Mais sous cette façade respectable, Montclerc cachait un vice profond, une passion dévorante pour le jeu. Depuis ses années de jeunesse à l'école polytechnique, il avait trouvé dans le hasard un frisson que ni le pouvoir ni l'argent ne pouvaient lui offrir. Ces parties de cartes n'étaient jamais de simples jeux, elles étaient des batailles d'orgueil, des confrontations où l'intelligence, le sang-froid et la témérité définissaient la hiérarchie invisible des hommes de pouvoir. À ses côtés, ce soir-là, se trouvaient 3 compagnons réguliers de ces jeux clandestins. Le docteur Émile Duret, médecin de l'impératrice Eugénie autrefois et désormais conseiller scientifique de la Sorbonne, Armand Delvaux, avocat renommé dont les plaidoiries avaient influencé plusieurs réformes de la Troisième République, et enfin Lucien Valbreuse, un banquier venu de Lyon, dont la fortune, issue d'investissements dans les colonies, faisait de lui l'un des hommes les plus puissants d'Europe. Valbreuse, plus jeune que les autres, était aussi le plus dangereux. Il jouait comme il négociait ses fusions industrielles, avec un instinct de prédateur et une cruauté glaciale. Pendant 2 ans, ces 4 hommes s'étaient retrouvés chaque jeudi soir dans le Salon Rouge de Montclerc pour des parties de poker dont la mise augmentait à chaque rencontre. Ce soir-là, pourtant, quelque chose flottait dans l'air. Une tension électrique, une sorte de frénésie silencieuse. Montclerc avait subi de lourdes pertes financières dans des investissements coloniaux désastreux, tandis que Valbreuse, qui avait flairé la situation, semblait décidé à profiter de sa faiblesse. La partie commença, comme d'habitude, avec des mises élevées mais raisonnables, des discussions sur la situation politique en Afrique du Nord et quelques éclats de rire étouffés. Mais après minuit, alors que les cigares n'étaient plus qu'un tas de cendres et que l'absinthe brûlait les gorges, Valbreuse proposa ce qui allait devenir l'acte fondateur du scandale. « Messieurs, dit-il en mélangeant les cartes avec une lenteur théâtrale, je m'ennuie. Ces sommes d'argent ne sont rien pour nous. Jouons pour quelque chose qui compte vraiment. » Montclerc leva un sourcil. « Et que proposes-tu » Valbreuse posa son regard de faucon sur chacun des hommes. « Nous mettons en jeu ce que nous avons de plus précieux. Pour moi, ce sera ma villa sur la Côte d'Azur et mes parts dans la compagnie maritime. Pour vous, je suis certain que vous trouverez l'équivalent. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Duret secoua la tête. « C'est insensé !» Mais Delvaux, intrigué, demanda « Et pour Montclerc, qu'a-t-il de plus précieux ?» Valbreuse sourit. « Sa fille. » Tous les regards se tournèrent vers Auguste. Claire de Montclerc, âgée de 19 ans, était l'unique enfant du comte, une jeune femme dont la beauté et l'esprit avaient déjà captivé les cercles littéraires de Paris. Elle peignait, écrivait de poésie, et son nom était régulièrement cité dans les salons comme celui d'une future muse de la République. « Mais tu plaisantes » répondit Montclerc avec un rire nerveux. « Pas du tout » répliqua Valbreuse. « Sa main en mariage. Si je gagne, elle deviendra mon épouse. Si tu gagnes, tu conserveras ta liberté et obtiendras ma fortune. » Duret secoua la tête. « C'est insensé !» Mais Delvaux, intrigué, demanda « Et pour Montclerc, qu'a-t-il de plus précieux ?» Valbreuse sourit. « Sa fille. » Tous les regards se tournèrent vers Auguste. Claire de Montclerc, âgée de 19 ans, était l'unique enfant du comte.
Une jeune femme dont la beauté et l'esprit avaient déjà captivé les cercles littéraires de Paris. Elle peignait, écrivait de poésie, et son nom était régulièrement cité dans les salons comme celui d'une future muse de la République. « Mais tu plaisantes !» répondit Montcler avec un rire nerveux. « Pas du tout », répliqua Valbreuse, sa main en mariage. « Si je gagne, elle deviendra mon épouse. Si tu gagnes, tu conserveras ta liberté et obtiendras ma fortune. » Duret secoua la tête. « C'est insensé !» Mais Valbreuse poursuivit imperturbable. « Et pourtant, comte, n'est-ce pas ce que nous faisons tous en arrangeant des mariages? Ne choisissons-nous pas nos alliances en fonction des intérêts? Moi, je propose simplement de laisser le hasard décider. » Montcler sentit une sueur froide lui couler dans le dos. Une part de lui voulait refuser, hurler à la folie. Mais une autre part, celle qui avait toujours été ivre de risques et de défis, brûlait de relever l'affront. « Et si je refuse ?» demanda-t-il. « Alors tout Paris saura que le grand Montcler n'a pas le courage de jouer quand la mise est à la hauteur de sa réputation, » répondit Valbreuse calmement. L'humiliation implicite fit plus que n'importe quel argument. Quelques minutes plus tard, l'impensable était scellé. Une dernière donne, une seule main, pour décider du destin de Claire. Mais Valbreuse ne s'arrêta pas là. Il ajouta une clause venimeuse. La donneuse sera Étienne. Étienne Morel, le secrétaire personnel de Montcler, un ancien instituteur devenu son intendant, entra silencieusement. Homme discret et instruit, il devait désormais mélanger et distribuer les cartes. Et son propre sort serait aussi en jeu, car Valbreuse proposa de l'inclure dans la mise, comme on le ferait d'un objet. Étienne, dont l'intelligence avait sauvé l'empire industriel de Montcler plus d'une fois, se retrouva réduit à une simple marchandise. Il ne protesta pas, mais son regard croisa celui de Claire, apparue discrètement à la porte. Elle avait entendu suffisamment pour comprendre que son père venait de jouer sa vie sur un coup de poker. Ce regard, mélange de peur, de mépris et de pitié, hanta Montcler plus que toutes les dettes accumulées. La donne commença. Montcler reçut un as et un croix de cœur, une main puissante qui fit naître en lui un dangereux espoir. Valbreuse, impassible, dévoila une reine et un valet de carreau. À mesure que les cartes s'abattaient sur la table, la tension devint insupportable. À la dernière carte, Montcler se retrouva avec une couleur royale manquée d'une seule carte. Valbreuse, lui, révéla un brelan d'as. La salle plongea dans un silence abyssal. Montcler venait de perdre. Claire, unique raison de ses nuits d'insomnie et de ses jours de fierté, appartenait désormais légalement à Valbreuse. Étienne, lui aussi, devenait sa propriété. Il n'y eut ni cri ni effondrement dramatique. Juste un froid glacial, comme si l'âme même de la maison avait été aspirée hors de ses murs. Montcler resta assis, incapable de bouger, les yeux fixés sur les cartes qui venaient de sceller le destin de sa famille. Dans le couloir, Claire s'effondra contre le mur, ses mains tremblantes couvrant son visage. Elle ne pleura pas, elle jura. Et ce serment silencieux, celui de ne jamais appartenir à personne, serait le moteur d'une tempête que Valbreuse, malgré toute son intelligence, n'avait pas anticipée. Le lendemain matin, Paris s'éveilla sous un ciel gris-perle, lavé par la pluie nocturne. Mais au 17 de la rue de Varennes, l'hôtel particulier des Montcler demeurait plongé dans une obscurité morne, comme si la lumière avait refusé d'y pénétrer. Auguste de Montcler n'avait pas dormi. Il avait passé la nuit assis dans son bureau, entouré de piles de lettres jamais envoyées, de contrats qu'il n'avait plus la force de signer, et d'une bouteille de cognac vidée jusqu'à la dernière goutte. Ses mains tremblaient lorsqu'il tentait de rouvrir la partie de cartes dans son esprit, de trouver une faille, un détail, un signe du destin qui aurait pu lui permettre d'éviter l'inévitable. Mais il n'y avait rien. Il avait perdu. Pas seulement une partie, mais sa dignité, son autorité, sa fille. Claire ne descendit pas pour le petit déjeuner. Elle resta enfermée dans sa chambre, les rideaux tirés, la lumière éteinte, relisant les lettres qu'elle avait écrites à l'homme qu'elle espérait épouser. Julien Karadec, un jeune ingénieur prometteur que Montcler avait toujours jugé trop pauvre pour elle. Ces lettres qu'elle n'avait jamais envoyées étaient désormais autant de témoins silencieux de la vie qui ne serait jamais sienne. Vers 10 heures,
Une calèche s'arrêta devant la demeure. Lucien Valbreuse en descendit, vêtu d'un manteau de laine sombre, le visage rayonnant d'une satisfaction à peine dissimulée. Il ne vint pas seul. Avec lui un notaire, maître Dubois, portait un dossier volumineux contenant les documents nécessaires à l'officialisation de l'accord, contrat de mariage, transfert de propriété d'Étienne et divers certificats légaux. « Mon cher comte », lança Valbreuse en entrant dans le salon, « j'espère que vous avez bien réfléchi. Nous avons beaucoup à discuter. » Montclair, pâle et hagard, lui fit face. « Je regrette chaque seconde de cette nuit, Lucien, mais un gentleman honore sa parole. »« Voilà qui est digne de vous, » répondit Valbreuse avec un sourire qui n'atteignit jamais ses yeux. « Et Claire ?» demanda-t-il. « Elle est... indisposée. »« Indisposée ?» Valbreuse s'approcha de la fenêtre, observant les passants en contrebas. « Qu'elle s'habitue vite à l'idée. Notre mariage sera annoncé publiquement dès demain dans le Figaro et le Gaulois. La haute société s'enflammera. » Pendant ce temps, Étienne se tenait silencieux dans l'ombre du couloir. Il avait appris sa nouvelle condition d'acquisition personnelle dans la nuit. L'ancien instituteur, qui avait géré les affaires de Montclair avec une précision chirurgicale, n'était plus qu'un bien transférable. Pourtant, loin d'être abattu, Étienne observait tout, analysait chaque mot, chaque regard. Dans son esprit se formait déjà un plan. Lorsque Claire entra enfin dans le salon, la pièce sembla se figer. Elle portait une robe de velours noir, sobre et élégante, et ses cheveux étaient tirés en un chignon sévère. Il n'y avait plus rien de l'insouciante jeune fille que Paris avait connue. Dans son regard brûlait une détermination froide. « Monsieur Valbreuse, » dit-elle d'une voix calme, « je comprends que mon père a contracté envers vous une dette que je dois payer. »« Pas une dette, ma chère, un avenir. Je vous offrirai un nom puissant, une vie d'opulence, des voyages, des bals. Vous serez la reine de mon empire. »« Et votre empire, monsieur, sera une prison dorée, » répliqua-t-elle. « Je ne peux pas refuser ce mariage, je le sais. Mais je vous avertis, vous n'aurez jamais ce que vous désirez vraiment. » Valbreuse se pencha légèrement vers elle. « Chaque femme finit par céder, Claire, même celles qui se croient plus fortes que leur destin. » Elle soutint son regard sans ciller. « Alors, vous ne me connaissez pas. » Après cette confrontation glaciale, les signatures commencèrent. Montclair apposa son nom sur les documents avec la lenteur d'un condamné signant son propre arrêt. Étienne fut appelé à son tour, et sans un mot devint la propriété légale de Valbreuse. Quand il signa, il eut un sourire fugace, imperceptible pour la plupart, mais que Claire ne remarqua pas. C'était un sourire qui disait « Ce n'est pas fini ». L'après-midi, la rumeur s'était déjà répandue dans tout le faubourg Saint-Germain. Dans les salons, on chuchotait que Claire de Montclair avait été gagnée lors d'une partie de cartes et que son mariage avec Valbreuse serait célébré avant la fin de l'année. Certains s'indignaient en privé, d'autres trouvaient l'histoire délicieusement scandaleuse, mais tous attendaient avec impatience de voir comment la jeune femme réagirait à sa nouvelle destinée. Ce que personne ne savait, c'est que Claire avait déjà pris sa décision. Cette nuit-là, elle convoqua Étienne dans sa chambre, contre toutes les convenances. « Vous avez entendu ce qu'il a dit ? Chaque femme finit par céder. » Étienne hocha de la tête. « Alors, il ne m'a jamais observé vraiment. Je ne céderai pas. Mais pour cela, j'ai besoin de vous. » Étienne la regarda intensément. « Mademoiselle, je suis à votre service. »« Non, Étienne, vous n'êtes plus au service de personne. Vous êtes à mes côtés. Ensemble, nous allons faire tomber Lucien Valbreuse. » Ainsi naquit une alliance improbable entre une héritière trahie et un ancien précepteur réduit en esclavage. Claire savait qu'elle ne pouvait pas fuir, la loi, l'opinion publique et les contrats étaient contre elle. Mais elle pouvait transformer sa cage en champ de bataille. Au fil des semaines qui suivirent, elle commença à agir avec une froide stratégie. Elle se rendit aux soirées de Valbreuse, lui adressant des sourires polis, apprenant ses habitudes, ses faiblesses, ses alliés et ses ennemis. Elle lut chaque ligne des contrats, mémorisait chaque clause, chaque faille. Elle encouragea Étienne à entrer dans les affaires de Valbreuse, sous prétexte de faciliter la transition, mais en réalité, pour en disséquer les moindres détails.
Et plus elle en apprenait, plus une vérité glaçante se dessinait. La fortune de Lucien reposait sur des bases pourries, des investissements douteux dans l'exploitation coloniale, des contrats signés sous la menace, des alliances avec des politiciens corrompus. « Il n'est pas invincible », murmura-t-elle un soir en consultant un dossier qu'Étienne avait subtilisé. « Non, mademoiselle, il est vulnérable. » Pendant ce temps, Montclair, rangé de la honte, se retirait petit à petit de la vie publique. Ses pairs évitaient son regard, ses journaux perdaient des abonnés, et des rumeurs circulaient déjà sur sa santé mentale. Il n'était plus qu'une ombre dans les couloirs de son propre hôtel. Mais Claire n'avait plus que compassion pour lui. Elle ne vivait plus pour son père, ni pour l'honneur de sa famille. Elle vivait pour reprendre ce qu'on lui avait volé. Chaque sourire fin à Valbreuse, chaque toast partagé, chaque promenade dans les jardins qu'il appelait désormais « nos jardins » faisait partie d'un plan méticuleux. Elle allait détruire l'homme qui pensait pouvoir la posséder. Elle allait le ruiner, l'exposer. Elle allait l'annihiler. L'hiver de 1880 s'abattit sur Paris comme une sentence, glaçant les rues et les cœurs, et pourtant, dans l'hôtel particulier de la rue de Varennes, une autre tempête, bien plus subtile et bien plus dangereuse, se préparait. 3 mois s'étaient écoulés depuis la nuit fatale où Claire de Montclair avait été perdue comme une mise de cartes, et déjà la ville s'était habituée à l'idée de son futur mariage avec Lucien Valbreuse. Dans les salons, on ne parlait plus que de leur fiançailles comme d'un mariage d'alliance entre 2 grandes familles, oubliant commodément la honte et l'humiliation qui l'avaient engendrée. Mais derrière les façades éclairées par les lampes à gaz, derrière les dîners somptueux et les sourires convenus, un complot prenait forme, minutieux, méthodique, implacable. Claire, désormais omniprésente dans l'entourage de Valbreuse, avait commencé à tisser une toile autour de lui, fine et invisible comme celle d'une araignée. Elle assistait à ses réunions d'affaires sous prétexte d'apprendre à gérer les affaires familiales, elle recevait ses associés, posait des questions anodines sur les comptes, s'intéressait aux moindres détails de ses opérations coloniales. Et chaque réponse, chaque chiffre, chaque document qu'on lui montrait était enregistré, archivé, analysé avec l'aide d'Étienne, qui avait su gagner la confiance des employés de Valbreuse au point de devenir indispensable. Il n'était plus un simple secrétaire. Il était son ombre, celui qui savait où il investissait, avec qui il négociait, et surtout quelles lois il contournait pour accroître sa fortune. Rapidement, un tableau inquiétant se dessina. Derrière l'image impeccable de l'homme d'affaires moderne, Valbreuse dissimulait un empire fondé sur la corruption, le chantage et l'exploitation la plus brutale. Il possédait des intérêts dans des sociétés minières d'Afrique équatoriale qui utilisaient le travail forcé, il finançait des opérations douteuses en Indochine et certaines de ses usines en France employaient illégalement des enfants venus des campagnes. Plus encore, il avait soudoyé plusieurs députés pour obtenir des concessions ferroviaires et falsifier des comptes pour manipuler la bourse. « C'est un château de cartes », murmura Étienne un soir, les yeux fixés sur un dossier accablant. « Et nous n'avons qu'à souffler. » Et pourtant Claire ne voulait pas seulement souffler. Elle voulait que tout Paris voie ce château s'effondrer. Elle commença donc à bâtir une stratégie en 3 actes. D'abord, isoler Valbreuse de ses alliés politiques en semant le doute sur sa loyauté. Ensuite, exposer ses pratiques illégales au grand jour par des fuites ciblées dans la presse. Enfin, l'attaquer personnellement en utilisant le mariage lui-même comme arme. Car il y avait une vérité que Valbreuse ignorait encore. Claire n'avait jamais cessé de correspondre secrètement avec Julien Caradec, l'ingénieur qu'elle aimait. Ce dernier, désormais employé dans un projet ferroviaire d'État, disposait d'informations sensibles sur les concessions que Valbreuse avait obtenues par corruption. Ils échangeaient des lettres codées par l'intermédiaire d'une librairie de la rue du Bac, et chaque mot qu'ils écrivaient rapprochait un peu plus Valbreuse de sa chute. Pendant ce temps, la date du mariage approchait. La cérémonie était prévue pour le printemps suivant, et l'annonce officielle devait être faite lors d'un bal organisé par Valbreuse au Théâtre Impérial. L'événement serait grandiose, plus de 300 invités, des diplomates, des artistes, des ministres, toute la haute société parisienne. Ce serait, pensait-il, l'apothéose de son ascension. Mais pour Claire, ce serait le début de sa destruction. La première étape de son plan fut mise en œuvre en janvier. Étienne, sous couvert d'une visite de routine, remit discrètement à un député républicain une copie falsifiée d'un contrat de concession ferroviaire signé par Valbreuse. Ce document démontrait que l'homme d'affaires avait versé d'importants pots de vin pour obtenir un projet colonial. Le député fit fuiter l'information à Le Siècle et l'article parut en première page un lundi matin, provoquant un scandale à l'Assemblée. Valbreuse, furieux, accusa ses rivaux de calomnie, mais le mal était fait.
Deux de ses alliés les plus puissants, craignant pour leur réputation, rompirent leurs liens avec lui. En février, la deuxième étape débuta. Des articles anonymes commencèrent à circuler dans La Lanterne et Le Rappel, révélant les conditions inhumaines dans les mines africaines appartenant à la société coloniale Valbruz. Bien que les articles ne citaient jamais directement Claire ou Étienne, les informations provenaient clairement de documents internes que ceux-là pouvaient avoir fournis. Les milieux républicains s'enflammèrent, exigeant une enquête parlementaire. Valbruz, qui avait toujours cultivé l'image d'un patriote éclairé, vit sa réputation commencer à s'effriter. Enfin, en mars, Claire lança la phase la plus audacieuse. Elle fit parvenir anonymement au procureur de la République une lettre détaillant les manipulations financières du banquier. Bien que le dossier ne suffise pas à lancer une accusation immédiate, il attira l'attention de la presse financière qui commença à examiner de plus près les comptes de Valbruz. Bientôt, des irrégularités furent découvertes. Des rumeurs de fraude circulèrent dans les couloirs de la bourse. Ces actions de ces sociétés chutèrent. Pourtant, malgré tout ce, Valbruz restait persuadé d'être en position de force. Il pensait que ses ennemis politiques étaient responsables des attaques, que ses concurrents cherchaient à l'affaiblir avant de négocier. Jamais il n'aurait imaginé que l'ennemi le plus dangereux dormait sous son propre toit. Plus la date du bal approchait, plus Claire sentait la tension monter. Chaque détail devait être parfait. Elle savait que ce soir-là, toute la élite parisienne serait présente, et elle comptait bien y faire éclater une vérité dont personne ne pourrait se détourner. Étienne, de son côté, avait contacté discrètement un journaliste d'investigation de Le Temps, lui promettant un dossier explosif. Julien avait obtenu des copies authentiques des documents corrompus, et ils avaient rédigé ensemble un exposé complet sur les crimes économiques de Valbruz. Le jour du bal arriva enfin. L'hôtel particulier de la rue du Faubourg Saint-Honoré, loué pour l'occasion, était décoré de guirlandes dorées, de lustres étincelants et de milliers de roses blanches. L'orchestre jouait des valses viennoises et les invités, parés de leurs plus beaux atours, levaient leur coupe de champagne à l'honneur des fiancés. Claire, dans une robe ivoire somptueuse, fut entrée au bras de Valbruz, le sourire aux lèvres. Mais ce sourire, qu'il crut être celui d'une fiancée comblée, était le sourire d'une guerrière sur le point de frapper. À minuit, comme prévu, Valbruz monta sur l'estrade pour porter l'un toast et annoncer officiellement la date du mariage. Mais au moment où il leva sa coupe, un silence étrange parcourut la salle. Un jeune homme venait d'entrer, un dossier sous le bras. C'était le journaliste de Le Temps. Quelques minutes plus tard, les journaux du demain seraient imprimés avec un titre qui ferait trembler toute la capitale. L'Empire de Valbruz, corruption, esclavage et fraude au cœur du pouvoir. Et ce n'était que le début. Le cri silencieux d'un empire en train de s'effondrer n'a pas de son. Mais il résonne dans les regards, dans les gestes brusques, dans le frisson d'incompréhension qui traverse une salle remplie de pouvoir. Ce soir-là, au bal organisé par Lucien Valbruz, ce frisson devint un séisme. Il était un peu plus de minuit lorsque le journaliste de Le Temps franchit les portes de la salle de réception, son manteau encore humide de la pluie qui s'abattait sur Paris. Personne ne l'attendait, mais son arrivée eut l'effet d'un coup de tonnerre. En quelques minutes, des exemplaires d'une édition spéciale du journal circulèrent parmi les invités, portés de main en main comme des objets maudits. Le titre, en lettres noires, s'étalait sur la première page. Valbruz, trafic, corruption et esclavage, l'enquête qui fait trembler la République. Dans un silence d'église, les invités commencèrent à lire. L'article, rédigé avec une précision chirurgicale, détaillait les pots de vin versés à des députés, les mines africaines exploitant la main-d'œuvre indigène, les montages financiers frauduleux, les falsifications de bilans, les menaces exercées sur des magistrats. Pire encore, il évoquait un mariage arrangé, obtenu sous la contrainte, et une transaction humaine dissimulée derrière une partie de cartes. Chaque ligne était un coup de couteau dans la réputation que Valbruz avait passé 20 ans à bâtir. Il tenta d'abord de rire, de balayer le tout comme une diffamation ridicule orchestrée par ses ennemis politiques. « Des mensonges, dit-il d'une voix tremblante, des mensonges inventés par ceux qui jalousent ma réussite. » Mais personne ne riait. Certains invités posèrent leur coupe et s'éloignèrent discrètement. D'autres évitèrent son regard, et même ses alliés les plus proches semblaient hésiter à lui serrer la main. La nouvelle circulait déjà dans les rues. Des crieurs avaient commencé à vendre les exemplaires du journal à la sortie des théâtres et des cafés. En moins d'une heure, tout Paris savait. Claire observait la scène depuis le haut de l'escalier, immobile, telle une statue de marbre. Son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'il allait exploser. Mais son visage demeurait impassible. Elle avait imaginé ce moment 1000 fois, la chute, l'humiliation, le masque de Valbruz qui se fissure. Elle avait rêvé de le voir réduit à ce qu'il était vraiment, un homme nu, vulnérable, démasqué.
Et pourtant, en le voyant chanceler, elle ressentit non pas la satisfaction qu'elle avait anticipée, mais un vertige, une ivresse glaciale qui n'était pas sans danger. Car un homme comme Valbreuse ne s'effondre pas sans résister. Il la vit enfin, et dans ses yeux, il n'y avait plus ni charme ni arrogance, seulement une haine froide et calculatrice. « C'était toi », murmura-t-il en s'approchant d'elle. « Depuis le début. Je ne fais que rendre au monde ce qu'il doit savoir. Tu as construit ta fortune sur le dos des autres, et tu as cru que tu pouvais m'acheter comme une part d'action. Tu avais tort. » Il se pencha à son oreille, ses mots glissant comme du poison. « Tu crois que tu as gagné ? Tu crois que quelques articles vont me détruire ? Je contrôle des banques, des journaux, des députés. Je survivrai à cette tempête. Et toi, ma chère Claire, tu seras toujours ma femme. »« Non, Lucien, » souffla-t-elle, « je serai ta ruine. » Au même instant, les portes de la salle s'ouvrirent de nouveau. 2 hommes en uniforme, suivis d'un procureur en robe noire, entrèrent. Le silence retomba comme un couperet. « Monsieur Lucien Valbreuse, » dit le procureur d'une voix forte, « vous êtes convoqué par la justice pour répondre à des accusations de corruption, de fraude fiscale, de trafic d'êtres humains et d'abus de pouvoir. » Le visage de Valbreuse se figea. « C'est une erreur, je n'ai rien fait de ce dont vous m'accusez. »« Vous aurez l'occasion de le prouver, » répondit froidement l'officier. « En attendant, nous vous demandons de nous suivre pour un interrogatoire. » Un murmure parcourut la foule. Voir un homme de son rang interpellé publiquement était inédit. Certains invités quittèrent précipitamment les lieux, craignant d'être associés à son nom. D'autres restèrent, fascinés comme s'ils assistaient à une tragédie antique. Valbreuse fut conduit hors de la salle sans offrir de résistance. Mais son regard resta fixé sur Claire jusqu'à la dernière seconde, un regard qui promettait vengeance. La nuit suivante fut un chaos médiatique. Tous les journaux, Le Figaro, Le Petit Journal, La République française, titraient sur l'affaire Valbreuse. Des débats éclatèrent à l'Assemblée nationale, des manifestations étudiantes eurent lieu devant le palais de justice. Les adversaires politiques du banquier s'engouffrèrent dans la brèche, appelant à des réformes sur la régulation financière et la transparence des contrats coloniaux. Pour la première fois, la haute société française était forcée de se regarder dans le miroir et d'affronter les mécanismes qui permettaient à des hommes comme Valbreuse de prospérer. Mais la guerre n'était pas encore terminée. Bien que libéré sous caution en attendant son procès, Valbreuse conserva suffisamment d'influence pour riposter. Il ordonna à ses avocats d'attaquer en justice les journaux pour diffamation, engager des détectives pour surveiller Claire et Étienne, étant à même de soudoyer certains magistrats pour faire disparaître les preuves les plus compromettantes. Son empire, bien que fissuré, ne s'était pas encore effondré. Pire encore, des menaces commençaient à apparaître. Un soir, Claire trouva un mot glissé sous sa porte. « Tu ne gagneras pas. Même ruiné, une bête blessée mord encore. » Étienne insista pour renforcer la sécurité de la maison et envoya des copies des documents compromettants dans 3 pays différents, au cas où il disparaîtrait d'à Paris. Julienne, à son côté, mobilisa des députés progressistes pour s'assurer que le procès serait public et que la presse pourrait en couvrir chaque détail. Chaque camp préparait ses armes pour l'étape suivante, la bataille judiciaire. Mais dans le fond d'elle, Claire savait que le procès ne suffirait pas. Il fallait plus que la justice pour anéantir Lucien Valbreuse. Il fallait le détruire dans ce qu'il avait de plus précieux, sa réputation, son influence, sa certitude d'être intouchable. Elle décida alors d'utiliser l'arme la plus inattendue, le mariage lui-même. « Je vais l'épouser », déclara-t-elle un soir à Étienne, stupéfait. « Je vais entrer dans sa forteresse et la faire exploser de l'intérieur. » Étienne la fixa, incrédule. « Vous l'épousez après tout ce qu'il a fait ? » Il pense que le mariage est une victoire, je vais en faire sa défaite. Ainsi fut décidé le plan le plus audacieux de tous. Faire du mariage une scène de justice, un piège légal, un outil de destruction. Car Claire savait une chose que Valbreuse n'ignorait encore. Dans un mariage, certaines vérités doivent être dites sous serment, et certaines clauses peuvent être utilisées contre celui qui les a imposées. Et le jour où il croira la posséder enfin, serait le jour où il perdrait tout. Le printemps arriva sur Paris avec ses cerisiers en fleurs et ses terrasses bondées. Mais sous la lumière douce de la saison, une guerre invisible se jouait entre 2 êtres liés par la haine autant que par le destin. 3 mois s'étaient écoulés depuis le scandale du bal, et Lucien Valbreuse, bien que profondément affaibli, n'était pas tombé. Son procès, prévu pour l'été, s'annonçait comme l'événement judiciaire de la décennie.
Des dizaines de témoins avaient été convoqués, des centaines de documents saisis, et la presse consacrait chaque jour des pages entières à ce que l'on appelait désormais l'affaire Valbreuse. Pourtant, malgré les preuves accablantes, l'homme d'affaires demeurait convaincu qu'il sortirait vainqueur. Son réseau d'influence dans les sphères politiques et économiques était encore puissant, et il savait que certaines vérités pouvaient être achetées ou étouffées. Ce qu'il ignorait, c'est que Claire avait déjà commencé à préparer la dernière phase de son plan, celle qui ne se jouerait ni dans les tribunaux, ni dans les journaux, mais dans l'espace intime et sacré du mariage. Elle annonça publiquement que la cérémonie aurait lieu comme prévu à la fin du mois de mai, une décision qui provoqua l'indignation de ses proches et la stupéfaction de l'opinion publique. « Elle est folle », disait-on dans les cafés littéraires. « Pourquoi épouser l'homme qui a détruit sa vie ?» Seuls Étienne et Julien connaissaient la vérité. Ce mariage n'était pas une capitulation, mais un acte stratégique. Dans l'intimité de leur conspiration, ils avaient étudié chaque loi, chaque article du Code civil, chaque jurisprudence relative aux contrats matrimoniaux. Ils avaient découvert que certaines clauses, notamment celles liées à la gestion des biens et à la succession, pouvaient se retourner contre Valbreuse si elles étaient signées sous certaines conditions. Claire prépara donc un contrat de mariage piégé, truffé de détails techniques que Lucien, trop confiant et trop pressé de légitimer leur union, signerait sans les lire attentivement. Parmi ces clauses figurait une disposition selon laquelle tous les biens acquis pendant le mariage seraient considérés comme relevant de la communauté, incluant ceux obtenus par des moyens frauduleux ou illégaux, ce qui permettrait à Claire, une fois l'affaire jugée, de revendiquer la moitié de sa fortune, même si celle-ci devait être saisie par l'État. Une autre clause, plus subtile encore, stipulait que toute infraction prouvée dans l'entreprise Valbreuse entraînerait une séparation automatique de corps avec transfert immédiat des biens conjugaux à l'épouse. C'était une bombe juridique déguisée en promesse nuptiale. Le 29 mai 1880, le jour du mariage arriva. La cathédrale Saint-Sulpice était comblée. Ministres, sénateurs, artistes, journalistes, tous s'étaient pressés pour assister à ce qui était présenté comme la réconciliation entre deux familles déchirées par un scandale. Valbreuse, vêtue d'un habit noir impeccable, arborait un sourire conquérant. Il croyait avoir triomphé, persuadé que ce mariage effacerait les accusations, redorerait son image et lirait définitivement Claire à son nom. Elle, de son côté, avançait vers l'autel d'un pas mesuré, vêtue d'une robe d'une simplicité élégante, sans joyaux, sans extravagance, un symbole silencieux de son refus de se laisser orner comme un trophée. Lorsque l'archevêque prononçait les paroles sacrées, Claire répondit « oui » d'une voix claire et posée, mais dans son esprit, ce mot n'était pas une soumission, c'était une condamnation. Le mariage fut célébré sous les applaudissements, les flashs des photographes et les articles enthousiastes de la presse mondaine. Mais ce que personne ne vit, c'est que dans un petit bureau adjacent à la sacristie, Maître Dubois, le notaire, faisait signer à Valbreuse le contrat de mariage préparé par Claire et Étienne. Il signa sans poser de questions, pressé de retourner à la fête. Ce fut l'erreur qui scellerait son sort. Les semaines suivantes furent un théâtre d'hypocrisie. Le couple nouvellement marié apparaissait à l'opéra, assistait à des réceptions diplomatiques, recevait les plus grands noms de la République. Aux yeux du monde, tout semblait rentrer dans l'ordre. Mais derrière les portes closes de leur maison, c'était une autre histoire. Claire dormait dans une aile séparée de la maison, ne partageait jamais ses repas avec Lucien et refusait toute intimité. Elle n'était pas une épouse, elle était une prisonnière volontaire, une ennemie qui vivait dans les murs de son adversaire. Et Lucien le savait. Chaque fois qu'il croisait son regard froid, chaque fois qu'il la voyait lui tourner le dos sans un mot, il sentait grandir en lui une haine viscérale. Il tenta à plusieurs reprises de la briser, par la manipulation, par les menaces, parfois même par la douceur feinte, mais rien n'y fit. Claire demeurait inébranlable, inatteignable. « Un jour, lui dit-il un soir en l'attendant dans le grand salon, tu finiras par m'aimer. Je ne t'aimerai jamais, répondit-elle simplement, et c'est cela qui te détruira. À mesure que la date du procès s'approchait, la tension monta d'un cran. Des rumeurs circulaient selon lesquelles certains témoins avaient disparu mystérieusement. Un juge d'instruction fut remplacé dans des circonstances douteuses. Mais Claire et Étienne avaient pris leurs précautions. Ils avaient transmis des copies des documents compromettants à plusieurs journaux étrangers, et Julien avait contacté des députés britanniques et belges pour s'assurer que la presse internationale suivrait l'affaire. Ainsi, même si la justice française tentait d'étouffer le scandale, l'opinion publique étrangère forcerait les autorités à aller au bout. Le 3 juillet 1880, le procès s'ouvrit devant la cour d'assises de la Seine. L'audience attira une foule immense, il fallut déployer des gendarmes pour contenir des curieux. Valbreuse entra dans la salle, tête haute, entourée de ses avocats. Claire était assise au premier rang, impassible.
Le procureur général présenta un acte d'accusation de plus de 100 pages, listant des dizaines de chefs d'inculpation: corruption, fraude, association de malfaiteurs, trafic d'êtres humains, violences économiques. Étienne fut le premier témoin à la barre. Sa déposition fut un maître d'œuvre de précision et de retenue. Il raconta les pratiques internes de l'Empire Valbreuse, les comptes falsifiés, les pots de vin, les contrats secrets. Il révéla même l'existence d'un carnet codé que Lucien utilisait pour consigner ses paiements illégaux, carnet que la police avait retrouvé dans un coffre à son domicile. Puis vint le témoignage de Claire. Sa voix ne trembla pas une seule fois. Elle raconta la nuit de la partie de cartes, la proposition scandaleuse, l'humiliation, la perte de sa liberté. Elle parlait de son mariage comme d'une cage dorée et de Lucien comme d'un marchand d'âmes. Son récit bouleversa la salle. Plusieurs jurés détournèrent le regard. Un silence lourd s'installa. Ce jour-là, l'opinion publique bascula définitivement. Valbreuse tenta de se défendre, invoquant la jalousie, la vengeance, les complots politiques, mais plus il parlait, plus il s'enfonçait. Car désormais, l'ennemi n'était plus seulement Claire, c'était la vérité elle-même. La chaleur étouffante de l'été parisien ne parvint pas à apaiser la tension qui régnait dans la salle d'audience de la cour d'assises. Depuis 3 semaines, toute la France suivait chaque minute du procès Valbreuse comme on suit un drame en plusieurs actes, avec ses révélations, ses rebondissements et ses trahisons. Chaque matin, les files d'attente devant le tribunal s'allongeaient. Chaque soir, les cafés se remplissaient de discussions passionnées sur la corruption, la morale et le pouvoir. L'empire de Lucien Valbreuse, autrefois symbole de réussite et d'ambition, n'était plus qu'une forteresse assiégée. Les témoignages s'étaient succédé, chacun plus accablant que le précédent. Anciens employés racontant les menaces, ingénieurs décrivant les pots de vin, témoins coloniaux évoquant les atrocités commises dans les exploitations d'Afrique. Même certains associés, pour sauver leur propre réputation, avaient trahi leur ancien maître en livrant des documents internes. Mais le coup de grâce fut porté par un homme que personne n'attendait à la barre. Le ministre du Commerce lui-même, contraint d'avouer sous serment que Valbreuse avait financé sa campagne électorale en échange de contrats publics. La salle explosa dans un tumulte de cris et de sifflets. Le scandale avait franchi les portes du tribunal pour ébranler la République elle-même. Devant ce déferlement de preuves, les avocats de Valbreuse changèrent de stratégie. Ils cessèrent de nier les faits et tentèrent de les minimiser, présentant leur client comme un visionnaire victime de sa propre ambition, un homme qui avait simplement agi selon les usages du monde des affaires. Mais cette ligne de défense, loin d'attendrir les jurés, acheva de les convaincre de sa culpabilité. Claire assistait à chaque audience sans manquer une seule minute. Elle ne cherchait plus à cacher la haine glaciale qu'elle éprouvait pour l'homme assis sur le banc des accusés. Pourtant, au fond d'elle, ce n'était plus seulement de la haine. C'était une forme de pitié méprisante. Elle voyait un titan se débattre dans les sables mouvants de sa propre arrogance, incapable de comprendre que son monde s'était effondré depuis longtemps. Lorsque vint le jour des plaidoiries finales, la salle était si silencieuse que l'on aurait pu entendre une épingle tomber. Le procureur parla en dernier, sa voix résonnant dans les boiseries de la salle. « Messieurs les jurés, nous ne jugeons pas seulement un homme. Nous jugeons un système qui a permis à cet homme de croire qu'il pouvait acheter les lois, posséder des êtres humains et manipuler la République à son gré. Si nous laissons Lucien Valbreuse s'en tirer aujourd'hui, nous envoyons à la nation un message, celui que l'argent est plus fort que la justice. » Puis ce fut au tour de Valbreuse de parler. Pour la première fois depuis le début du procès, il parut humain. Son visage était émacié, ses yeux cernés, et sa voix tremblait légèrement. « J'ai commis des erreurs, oui, mais je n'ai jamais été un monstre. J'ai construit des écoles, des hôpitaux, des chemins de fer. J'ai créé des emplois pour des milliers de familles. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour la grandeur de ce pays. » Un murmure sarcastique parcourut la salle. Claire, elle, resta impassible. Elle savait que ces mots étaient que le dernier réflexe d'un homme qui refusait d'accepter sa défaite. Le jury se retira pour délibérer. Des heures passèrent dans une attente pressante. Des centaines de personnes s'étaient massées à l'extérieur du tribunal, attendant le verdict comme on attend la fin d'une tragédie. Enfin, à la tombée du soir, les jurés revinrent. « Lucien Valbreuse, déclara le président du tribunal d'une voix ferme, vous êtes reconnu coupable de corruption, de fraude fiscale, de trafic d'êtres humains, d'abus de biens sociaux et de contraintes illégales. Vous êtes condamné à 25 ans de réclusion, à la confiscation de l'ensemble de vos biens et à l'interdiction définitive d'exercer toute fonction publique ou économique. » La salle explosa dans un tumulte de cris et de sifflets. Claire, elle, ne bougea pas.
Elle fixa simplement Valbreuse, qui, pour la première fois, baissa les yeux. En cet instant, elle sut que tout était terminé. Mais son plan n'était pas encore terminé. Grâce aux clauses cachées dans le contrat de mariage, elle devint légalement propriétaire de la moitié de l'Empire Valbreuse, et comme la moitié restante avait été saisie par l'État, c'est elle qui géra la liquidation des entreprises. Elle utilisa une grande partie des fonds pour financer des écoles pour filles, des associations abolitionnistes et des journaux indépendants. Elle transforma l'argent qui avait été utilisé pour la corrompre en arme pour libérer d'autres femmes. Étienne, désormais libre et reconnu pour son rôle décisif dans l'affaire, fonda un cabinet juridique spécialisé dans la défense des travailleurs et des victimes d'exploitation. Julien et Claire, enfin réunis, ne se marièrent jamais. Ils choisirent de consacrer leur vie à des causes plus grandes qu'eux. Ensemble, ils créèrent une fondation pour la transparence politique et la justice sociale, qui, au fil des décennies, influencerait profondément les réformes de la Troisième République. Quant à Valbreuse, il mourut en prison 12 ans plus tard. Oublié de tous. Aucun journal n'annonça sa mort, aucune cérémonie ne fut organisée. Son nom, annoncé autrefois avec admiration et crainte, ne fut plus cité que dans les livres d'histoire comme exemple d'arrogance punie. Le scandale eut des répercussions bien au-delà du cas Valbreuse. De nouvelles lois furent votées pour limiter l'influence des fortunes privées sur les institutions, les mariages forcés furent sévèrement encadrés par le Code civil, et la presse obtint une liberté d'investigation sans précédent. Certains historiens diront plus tard que ce procès fut un tournant. Il marqua le moment où la République choisit de se battre contre ses propres démons. Claire de Montclerc, elle ne chercha jamais à tirer gloire de ce qu'elle avait accompli. Elle vécut ces dernières années dans une maison modeste de Montparnasse, entourée de livres et de souvenirs, refusant les décorations et les honneurs. Ceux qui la connaissaient disaient que parfois, elle restait des heures à regarder par la fenêtre, perdue dans ses pensées, comme si une partie d'elle était restée coincée dans cette nuit où tout avait commencé, celle où elle était perdue au jeu comme un objet, avant de se relever pour devenir plus puissante que tous ceux qui avaient voulu la posséder. Son histoire devint une légende racontée dans les universités, les tribunaux, les cercles féministes et les journaux. On disait d'elle qu'elle n'avait pas seulement vaincu un homme, mais un monde entier. Et dans les dernières lignes de ses mémoires, rédigées quelques mois avant sa mort, elle écrivit « Je ne fus jamais une épouse, je ne fus jamais une victime, je fus la main qui brisa les chaînes. » Ainsi s'acheva l'histoire du Paris de Montclerc. Une histoire née d'un jeu de cartes qui devint un combat pour la justice et qui transforma à jamais le visage de la société française.